Quand on pense à une forêt, on imagine un lieu de paix et de calme, n'est-ce pas? Un refuge loin de tout. Et pourtant, ces immenses étendues vertes sont, en réalité, des zones de conflit parmi les plus stratégiques et les plus disputées de notre planète. On voit cette image, une planète verdoyante, pleine de vie. Mais derrière cette beauté, cette sérénité apparente, se cache une réalité bien plus sombre. Une réalité où les arbres servent de cachette aux armées et où le sol regorge de quoi financer des guerres. Oui, vous avez bien entendu, ce n'est pas une métaphore. Loin d'être de simples victimes des activités humaines, les forêts sont des acteurs centraux de véritables terrains d'opération dans les conflits qui déchirent notre monde. Alors commençons par le commencement. Qu'est-ce qui fait d'une forêt un endroit si parfait, si idéal pour un conflit armé? En fait, la logique militaire est implacable. Une forêt, c'est un peu le couteau suisse du groupe armé. D'abord, la couverture végétale, évidemment, pour se cacher. Ensuite, les ressources. Le bois, les minerais, tout ça, ça se vend et ça finance l'effort de guerre. Et puis, il y a l'éloignement. Ce sont souvent des zones où l'État est faible, voire absent. Des refuges parfaits pour les guérillas, où l'on peut tranquillement développer des économies parallèles, comme la culture de la coca, par exemple. Mais attention, il faut bien comprendre une chose. Tous ces conflits ne sont pas les mêmes. Il y a une vraie fracture, une division très nette entre ce qui se passe dans les pays du Nord et dans ceux du Sud. Et là, la différence est vraiment saisissante. Dans les pays du Sud, c'est simple, près de la moitié des conflits environnementaux tournent autour des ressources forestières. C'est une guerre pour le bois, pour les minerais, pour la terre elle-même. Dans le Nord, c'est une toute autre histoire. Les conflits existent, bien sûr, mais ils portent plutôt sur des questions d'aménagement. Où est-ce qu'on va mettre cette nouvelle zone industrielle, cette décharge, ce projet touristique? On a vraiment deux mondes, deux types de batailles complètement différents pour la forêt. Bon, maintenant, accrochez-vous bien parce qu'on arrive à l'aspect le plus déroutant de toute cette histoire. Instinctivement, on se dit « guerre égale destruction ». Logique, sauf que pour les forêts, la réalité est beaucoup plus paradoxale. La question peut paraître folle, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'un conflit armé, avec toute la violence et le chaos qu'il engendre, pourrait avoir un effet positif sur un écosystème? Eh bien, la réponse est incroyablement complexe. Voilà le cœur du paradoxe. Un même conflit peut mener à deux résultats totalement opposés. D'un côté, le chemin de la déforestation. Des groupes armés qui rasent des parcelles pour planter de la drogue ou des armées qui détruisent la végétation pour déloger l'ennemi. Mais de l'autre côté, il y a le chemin de la réforestation. Quand une zone devient trop dangereuse, qu'est-ce qui se passe? Les gens s'enfuient. C'est l'exode rural. Les champs sont abandonnés. Les grands projets industriels ou agricoles sont mis en pause. Et la nature, elle, sans personne pour la déranger, eh bien, elle reprend ses droits. La théorie, c'est bien. Mais pour vraiment comprendre ce paradoxe, rien de tel que d'aller voir sur le terrain. Alors on va se pencher sur deux cas concrets, deux exemples emblématiques. Un en Amérique du Sud et l'autre en Afrique. Premier arrêt, la Colombie. Un pays marqué par l'un des plus longs conflits armés des temps modernes, un conflit où la forêt a joué un rôle absolument central, notamment pour la guérilla des FARC. L'histoire est vraiment fascinante. Au tout début, la forêt, c'était juste un abri pour les FARC. Puis, elle est devenue leur banque, leur source de revenus, avec la coca. Mais le plus dingue, c'est ce qui se passe après l'accord de paix. On aurait pu penser que les choses allaient s'améliorer pour la forêt, non? Eh bien, c'est tout l'inverse. La dégradation s'est accélérée. Le départ de la guérilla a laissé un vide qui a été immédiatement comblé par l'élevage intensif et la spéculation foncière. Résultat, la déforestation a littéralement explosé. Allez, on change de décor, on quitte l'Amérique du Sud pour l'Afrique, et plus précisément pour la région des Grands Lacs, en plein cœur du bassin du Congo. Une zone d'une richesse naturelle et minière absolument phénoménale, mais aussi le théâtre d'une violence inouïe. Ce tableau, il montre toute la tragédie de cette région. C'est comme la recette parfaite pour un conflit sans fin. Vous prenez une forêt tropicale dense. Vous y ajoutez des parcs nationaux, censés être protégés. Vous saupoudrez de minerais extrêmement précieux, comme l'or ou le coltan, essentiels pour nos téléphones. Et pour finir, vous ajoutez une bonne dose de violence armée. Le problème, c'est que tout ça se trouve exactement au même endroit. C'est un cocktail explosif. Alors, avec tout ça en tête, comment est-ce qu'on doit voir la forêt? Il est clair maintenant que c'est bien plus qu'un simple écosystème, bien plus qu'un ensemble d'arbres. Cette phrase, elle résume tout. Elle nous force à changer complètement de perspective. La forêt, ce n'est pas une idée abstraite ou un concept écologique, non. C'est un territoire géopolitique bien réel, un espace que certains veulent conquérir, que d'autres veulent préserver et que d'autres encore doivent défendre pour leur simple survie. Voilà le véritable enjeu. Et c'est la question qui doit rester. La prochaine fois qu'on entend parler d'un appel à sauver l'Amazonie ou à protéger le bassin du Congo, il faut se demander de quoi parle-t-on exactement? Est-ce qu'on se bat pour la biodiversité ou est-ce une lutte pour le contrôle de ressources stratégiques, pour sécuriser les frontières ou pour défendre les droits des peuples qui y habitent depuis des siècles? La réponse, comme on l'a vu, est rarement simple.